Bienvenue au nom de l'ETICA et de l'association de Caire pour cette soirée donc consacrée aux monnaies complémentaires. Nous avons donc le plaisir de vous recevoir ici au Cercle Cité pour la première fois pour ETICA. Nous avons donc le plaisir d'avoir non pas un mais deux orateurs. À ma gauche, Max Hilbert qui va donc introduire la conférence, qui est donc le coordinateur du projet du BECI, donc la monnaie complémentaire qui a été lancée sur le canton de Redange en décembre dernier. Et à ma droite, Jean-Michel Servet, que certains connaissent peut-être déjà si vous vous intéressez aux questions liées à la microfinance, parce qu'il écrit de nombreux ouvrages sur le sujet, dont Un banquier aux pieds nus, qui date maintenant de 2006 et qui est épuisé, donc on peut faire de comme son auteur. Qu'on peut trouver dans les bonnes librairies d'occasion. Et donc le dernier ouvrage de Jean-Michel Servet qui est paru il y a maintenant un peu plus d'un an, c'est ça, hein? Il s'appelle donc Les monnaies du lien, et donc il va traiter d'un autre aspect, on va dire, de la finance sociale, qui est la question des monnaies et des monnaies complémentaires, pas uniquement comme on le voit généralement sous un aspect purement utilitariste ou économique, mais aussi sous un aspect anthropologique. Et je pense que c'est ça qui fait surtout son intérêt. Et l'intérêt aussi de cette soirée, c'est de pouvoir à la fois discuter avec Max d'une d'expérience concrète en développement, donc sur le canton de Redange, et aussi de voir avec un élargissement historique, anthropologique, sur qu'est-ce qu'une monnaie complémentaire peut apporter à une population d'un territoire donné, principalement aujourd'hui dans une période où nous voyons que l'économie, on va dire, dominante, ou en tout cas celle qui a le cours le plus marqué aujourd'hui, connaît de sérieux problèmes et donc où les gens ont de moins en moins confiance dans les monnaies sous contrôle étatique ou transnational. Voilà. Donc pour terminer, je dirais qu'après la séance traditionnelle des questions-réponses, je vous donne rendez-vous non pas au bar situé à l'entresol, mais à la brasserie du Cercle. Donc on devra sortir de l'immeuble, aller à droite, pour un petit drink qui sera l'occasion donc de discuter avec les deux orateurs de manière plus détendue, de faire dédicacer pour ceux qui le souhaitent le livre par Jean-Michel Servet, puisque nous l'avons aussi en pré-vente, et de conclure la soirée sous un aspect convivial. Voilà. Donc sans plus attendre, je vais passer la parole donc à Max Hilbert qui va nous présenter donc les développements donc du BECI. Merci. Bonjour et merci beaucoup d'être venu. Merci surtout aussi à ETICA pour l'invitation. Pour donner un exemple concret, donc je propose de faire un petit historique du BECI pour vous montrer comment on pourrait lancer une telle monnaie complémentaire. Donc le BECI en fait c'est le résultat d'un projet LEADER. LEADER c'est le programme européen qui vise à encourager le développement économique durable dans les régions rurales. Donc, LEADER avait prévu 20 000 € pour des projets participatifs. Ils ont proposé ça aux communes dans la région LEADER de Redange et Vils. Et c'était en décembre 2010 que la commune de Beckrich a décidé donc de profiter de cette occasion pour lancer le projet BECI, qui s'appelle aujourd'hui le projet BECI, mais d'origine s'appelait monnaie régionale comme facteur de développement. Voilà. Donc, en fait, en avril 2011, on a commencé avec le travail concret. Donc, on a regardé, on a fait une sorte d'étude de faisabilité. On voulait voir si ça peut fonctionner. Mais ce qui était le plus important, c'est que ça devrait être un projet participatif. Donc, en juin 2011, on a fait une soirée d'information pour les citoyens du canton. Et après cela, un groupe de travail d'une douzaine de personnes s'était créé pour développer, pour choisir le bon modèle qui sera bien pour notre région. Ce groupe de travail, donc une année plus tard, en juillet 2012, ce groupe de travail a donc créé une ASBL. Le groupe de travail s'était élargi entre-temps. Il a créé une ASBL, l'ASBL de Caire, donc qui servira ou qui sert comme base légale pour donc émettre et pour gérer cette monnaie régionale. Ce qui est très important aussi, cette base légale, c'est une base légale qui permet la participation citoyenne à la prise des décisions, ce qui est très important aussi parce qu'on veut un peu démocratiser aussi l'argent. En même temps, on avait la même soirée, on avait aussi choisi le nom BECI.
en fait, on avait lancé un concours pour trouver un nom. Et il y avait un peu plus que 170 propositions. Le béquille, en fait, c'était un nom que les gens utilisaient déjà dans la région. Donc, et aussi, parmi ces 170 propositions, il y avait plusieurs fois le béquille encore. Donc, on est resté sur ça. Ensuite, on a réussi à convaincre les 4 banques qui sont présentes au canton, donc la BIL, la BGL, Raiffeisen et la Sparkasse, et la Poste aussi. Et c'est ça, c'était assez important quand même, aussi symboliquement, donc pour pouvoir convaincre les commerçants. C'est quand même une certaine aventure, si je peux dire ça, c'est quand même une certaine aventure dans laquelle ils doivent se lancer. Et donc la participation des banques nous a donné une certaine sériosité qu'on a de toute façon, hein, mais ça aide symboliquement bien sûr. Donc on a débuté en janvier 2013, on a émis les béquilles, ils étaient prédistribués aux banques, et à partir du 1er janvier 2013, les gens ont pu aller aux banques échanger leurs euros contre les béquilles. Tout au début, c'était l'intérêt était très grand, les gens étaient très curieux, c'est quoi, donc de sorte que le premier mois, on avait déjà mis en circulation à peu près 40 000 béquilles, ce qui est vraiment beaucoup. Entre-temps, notre ASBL a grandi, on est aujourd'hui à peu près 330 membres, dont à peu près 60 commerçants où vous pouvez dépenser vos béquilles. Donc voilà pour l'historique. Donc maintenant je veux faire un peu le lien avec le sujet de la conférence, donc les monnaies, comment créer le lien social par les monnaies. Ce qui d'abord est important de dire, c'est que les monnaies nationales forcent l'économie, par leur logique, forcent l'économie à penser uniquement en termes de rentabilité monétaire ou bien rentabilité économique. Le béquille, c'est un essai un peu d'abord de démocratiser cet argent, de briser la souveraineté, de casser la souveraineté des sciences économiques, d'interpréter ce que c'est l'argent. On veut essayer d'être plus ouvert à interpréter ce que l'argent c'est ou bien ce que ça pourrait être. Je crois que M. Servet va très bien expliquer ça plus tard. On essaye de donner aussi à l'argent une autre valeur que purement économique. On essaye en quelque sorte de donner une nouvelle forme de rentabilité, c'est-à-dire, on pourrait dire, la plus-value sociale qu'on essaye d'introduire dans le système monétaire. Alors pour davantage faire le lien avec la soirée d'aujourd'hui, je veux donner 2 exemples pour montrer quel lien l'argent peut créer. Tout d'abord, un exemple d'un autre bout du monde et puis un exemple concret du béquille. Donc, au Ghana, quand les colonisateurs britanniques étaient arrivés au Ghana, les Ghanéens étaient organisés dans des petites structures locales. Ils produisaient pour eux-mêmes, ils vivaient en autosuffisance en quelque sorte. Ils produisaient pour eux-mêmes, on fait un peu de partage, on fait des dons à leurs voisins, etc. Donc ils n'avaient pas besoin des colonisateurs britanniques. De notre côté, les colonisateurs britanniques avaient quand même besoin des Ghanais. D'abord, ils voulaient un peu qu'ils achètent les produits britanniques, mais surtout ils voulaient que les Ghanais travaillaient pour eux. Donc normalement, à cette époque-là, on aurait les esclaves, mais les Britanniques étaient assez rusés, il faut vraiment le dire. Ils ont pour la première fois créé une monnaie nationale ghanaise. En même temps, ils ont installé une taxe sur les maisons, donc sur les petites maisons que les gens avaient. Ils ont installé une taxe qu'il fallait payer dans cette monnaie nationale. Donc tout le monde devrait essayer d'avoir un peu de cette monnaie nationale pour pouvoir payer ces taxes, qui étaient obligatoires évidemment. Et par cela, tout d'abord, pendant juste quelques années, ces petites structures locales de production et de consommation locale étaient détruites. Parce que les gens ont dû négliger ça pour travailler dans des branches où ils pouvaient gagner la monnaie nationale. Donc c'était le lien qu'ils ont créé par cette monnaie, c'était des liens de dépendance et de domination, évidemment. Maintenant, l'autre exemple du béquille, donc
cet après-midi, j'ai écouté la radio et j'ai entendu qu'on peut gagner 1000 béquilles. Merci. Offert par le PAL Center dont la directrice est là aujourd'hui. Et là, je trouve, bon, c'est un exemple peut-être, vous allez dire que c'est banal, mais quand même, je trouve que c'est un très bon exemple pour montrer ces liens que cela peut créer. Parce qu'on s'attendait que le PAL Center va offrir des bons d'achat pour que les gens viennent chez eux, évidemment. Mais en offrant des béquilles, il crée des liens avec les autres commerçants du réseau, puisque les gens qui gagnent les béquilles peuvent venir et les dépenser dans tout le réseau, hein, donc aussi chez les autres commerçants. Donc par ça déjà, on crée un peu le lien entre les commerçants. Bien sûr, je ne connais pas exactement la motivation du PAL Center pour le faire. Ce qu'il faut savoir que si on rechange en euros, si on rechange les béquilles en euros, on perd 5%. Donc peut-être déjà par cette logique, déjà on a encouragé le PAL Center d'utiliser les béquilles pour donner aux gens au lieu de les rechanger, peut-être. Je ne sais pas, mais ce serait bien parce que ça montre que la logique fonctionne quand même. Ce qu'il faut dire aussi que, très probablement, une grande partie de cet argent va peut-être revenir au PAL Center, bien évidemment. Si les gens viennent, les gagnants viennent pour le dépenser, une grande partie va aller au PAL Center. Donc c'est une sorte de fidélisation. Mais cela montre aussi que d'un autre côté, les consommateurs qui payent en béquilles, qu'ils veulent que des liens soient créés entre les différents commerçants. Donc s'ils vont acheter au PAL Center, c'est de donner au PAL Center une sorte de... Comment dire, bon, comme ça, ils veulent que le PAL Center crée des liens, que le PAL Center conserve leur idée d'acheter dans la région, et c'est là plusieurs fois. Donc, dans cette fois-là, c'est les commerçants qui incitent, c'est les consommateurs, pardon, qui incitent les commerçants à créer des liens dans la région. Et avec cela, je termine déjà. Pour pouvoir écouter M. Servet. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation à tous ceux qui ont fait en sorte qu'on puisse ainsi se retrouver. J'ai déjà un petit slide. J'ai oublié de les montrer. Peut-être, tu veux qu'on les fasse circuler? Oui, pourquoi pas. Donc, merci pour cette invitation qui me permet aussi de retrouver une ancienne camarade de lycée il y a 45 ans. Donc ça fait toujours plaisir de se retrouver après ce temps et de discuter aussi de thèmes de cette vie. Félicitations aussi pour ce don de monnaie. Il y a quelque temps, j'avais écrit... c'est pas mal en Belgique d'ailleurs, un article qui s'appelle « Les monnaies du don ». Donc, on les trouve de cette façon-là. Alors, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de tenir un discours décalé. Je ne vais pas directement parler des monnaies complémentaires. Je ne vais pas directement expliquer. Il peut y avoir des questions, des éléments, etc., qui viennent pour vous dire comment ça fonctionne, etc. Donc, j'en ai vu plusieurs expériences à travers le monde, hein, donc mais je vais me mettre en décalage, en quelque sorte, pour essayer de réfléchir ensemble sur ce qu'est la monnaie. Et ce qu'est la monnaie de façon universelle et dans une dimension auquel on ne pense pas nécessairement. Je vais essayer de vous montrer comment, à travers le temps et l'espace, la monnaie a pu être pensée de manière bien différente de celle dont nous la pensons de manière dominante aujourd'hui. Et ceci lui redonne les racines qui permettent d'agir avec la monnaie différemment. Parce que il peut paraître curieux de dire, avec la monnaie, on va faire le bien en tant que monnaie. Il peut paraître curieux de dire, on va agir collectivement à travers la monnaie, alors que la façon dont on se représente aujourd'hui la monnaie, c'est plutôt un instrument de liberté individuelle et d'individualisme. Donc ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que les racines fondamentales
qui sont en quelque sorte communes à toutes les monnaies, sont à l'opposé de ce qu'elle est superficiellement devenue aujourd'hui. Alors, la représentation qu'on a de la monnaie, c'est que c'est un instrument du marché, avec l'idée que le marché, c'est un instrument de lucrativité. Le marché, ça serait fait pour, en quelque sorte, s'enrichir. Il y aurait cette logique-là, et il y aura un instrument privilégié pour agir au sein de ce marché, qui serait la monnaie. Ça veut dire que quand on a cette vision, eh bien, on part des fonctions supposées de la monnaie. On part de à quoi ça sert la monnaie. Sous-entendu, à quoi ça sert dans la représentation dominante qu'on en a dans nos sociétés, et on projette chez les autres cette représentation-là. Alors, on pense la monnaie comme étant, d'ailleurs, une conséquence du marché. On se dit, tout le monde ici a entendu ou a même employé le mot troc, par exemple. Hein? Et tout le monde pense que avant la monnaie, comme s'il y avait un avant la monnaie, je vais essayer de vous convaincre que c'est une idée fausse, que la monnaie est un phénomène universel de toutes les sociétés humaines ayant existé, et on dit avant la monnaie, il y avait le troc. Hein, vous avez tous cette idée, il y a des publicités d'ailleurs bancaires, etc. Il y a une bande dessinée qui a été payée par le Crédit Agricole, hein, qui s'appelle l'Archipel des 100 ans ronds, hein, si je me souviens bien, donc qui vous donne à penser cette chose-là, hein, le troc. Je suis sûr que si j'avais posé la question, qui pour moi n'a pas de sens, mais je vous avais demandé comment c'était avant la monnaie, tout le monde m'aurait dit ici, il y a le troc. Sachez que cette croyance, elle a été inventée autour de 1760. C'est extraordinaire. Avant 1760, personne n'avait cette représentation-là. C'est quelque chose qui s'est... D'ailleurs, c'est très intéressant. Ces trois personnes, il y avait des salons à l'époque dans Corella, il s'appelle Turgot, l'ancien ministre, le superintendant, là. Il s'appelle Adam Smith et il s'appelle Beccaria, qui est le premier titulaire d'ailleurs en Italie d'une chaire d'économie. Simultanément, ils inventent cette sornette-là qu'il y a deux sauvages qui se rencontrent et puis ils échangent entre eux des biens. Il y en a un qui a faim, l'autre qui a soif, enfin vous voyez, l'autre qui a froid, enfin il y a là. Et puis ils échangent comme ça et puis on vous explique après, c'est tellement compliqué et puis c'est bilatéral, donc il faut inventer un instrument qui va permettre de fixer la valeur de ce dont on échange, etc. etc. Eh bien, cette fable, c'est quand même curieux de se dire, j'ai fait une thèse de 3e cycle sur ce sujet, donc j'ai recherché, parce que je voyais bien qu'en anthropologie ça ne marchait pas, je me suis dit, donc ça a été inventé à un moment, donc j'ai cherché au moment où on l'avait inventé. Alors, peut-être certains ont lu ici, je recommande, c'est un de très bon ouvrage, Aristote, la politique d'Aristote. Hein. Et alors, ils vont me dire, mais non, mais dans Aristote, c'est écrit qu'avant la monnaie, il y avait le troc. Alors ça, c'est une mauvaise traduction, hein, parce qu'il est écrit très exactement, enfin je ne vais pas vous dire en grec, mais je vais vous employer deux termes grecs, il est dit dans le texte qu'avant les nomismata, alors c'est des pièces de monnaie, c'est quelque chose de particulier, hein, il y avait d'autres instruments, mais avant les pièces de monnaie, il y avait métadosis. Alors je ne sais pas si certains ont fait du grec, c'est un truc qui se perd. La racine du mot métadosis, c'est dosis. Les Grecs avaient 32 ou 36 termes pour dire donner, ce qui illustre quand même une société un peu différente de la nôtre. Hein. Quand il y a 36 mots pour dire donner, hein, ça indique que ça occupe comme institution. Et donc, ce qu'il dit, c'est qu'avant les pièces de monnaie, il y avait métadosis, c'est-à-dire une façon de donner, et qu'on a plutôt tendance aujourd'hui à traduire par partager. Il y avait une sorte de grand partage. C'est un peu comme s'il disait, avant les pièces de la monnaie, il y avait le potlatch, où il y avait des choses comme ça, ou la kula, ou des éléments de ce type. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on lui a fait dire, Aristote n'est pas l'inventeur de la fable du troc. Et ce terme, métadosis,
a été traduit ensuite en latin par permutation. Alors, durant le Moyen-Âge européen, il disait aussi, avant la monnaie, il y avait permutation. Mais quand vous cherchez ce que c'est permutation, c'est un monde sans Dieu et sans roi. Autant dire pour le Moyen-Âge européen, c'est un monde qui n'existe pas. C'est une espèce de mythe. Hein. C'est le désordre. Et ce qu'ils disent, c'est quand il n'y a pas la monnaie, il y a le désordre. Voilà ce qui nous est raconté dans ces textes-là. Hein, donc, il faut comprendre qu'il y a tout un tas de cultures à travers cette planète qui ne sont pas imaginées un monde sans monnaie ou des monnaies qui servaient à des échanges uniquement économiques. C'est ce sur quoi je vais aboutir. Alors peut-être aussi, certains ont fait de la philosophie et ils ont lu traité sur le gouvernement de John Locke. C'est fin 17e, donc on est un demi-siècle, un peu plus avant Adam Smith. Alors c'est très intéressant, il y a une scénette là aussi. Mais alors, la scénette, ça tient un Suisse qui échange avec un sauvage, ce qui est déjà un peu différent d'une origine. Et si vous prenez ce passage de l'échange, c'est absolument pas de cet échange primitif, en quelque sorte, entre un sauvage et un trappeur en Amérique du Nord. Et c'est pas du tout une réflexion pour réfléchir sur l'origine de la monnaie. Pas du tout, pas du tout. Hein. Peut-être qu'ils se sont servis, Smith, pour ça, mais ils l'ont complètement transformé, parce qu'ils ne discutent pas ce que font Smith, Beccaria, Turgot, etc., sur les rapports d'échange, qui doivent se fixer d'ordre naturel, en quelque sorte. Hein. Cette scénette chez Locke a un seul but, légitimer la propriété. C'est-à-dire que chacun des échangistes reconnaît que l'autre est propriétaire du bien qu'il lui donne. Et donc c'est l'origine de la propriété, de la reconnaissance de la propriété. C'est différent d'une explication de la monnaie à travers l'échange. Donc c'est très récent, ça a 250 ans. Hein. Alors, c'est quand même extraordinaire hein, de penser qu'une idée extrêmement savante, le troc, va passer en quelque sorte comme une idée commune. Alors, le mot existait, hein, d'ailleurs, vers 1720, il y a une pièce de théâtre hein, qui s'appelle Les Troqueurs. C'est deux valets qui échangent leurs amoureuses, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est un mot d'ailleurs assez vulgaire hein, dans les éléments hein, qui a été repris, un vocabulaire. Bon, je ne veux pas être plus long sur cet élément-là. Mais alors, ce qui est très intéressant aussi, puisque j'ai cité, comme celui qu'on cite, Adam Smith, hein, c'est la fable du troc, du castor, entre échange castor-commutin, etc., au début de La richesse des nations. Mais ce que j'ai toujours trouvé le plus extraordinaire chez Adam Smith, justement, qui est au centre de notre modèle hein, de pensée économique hein, sur ces questions-là, il faut quand même le reconnaître. Alors, le premier chapitre de La richesse des nations, qui est censé donc expliquer une société de marché dont Xenophon, c'est quand même extraordinaire, c'est une manufacture d'épingles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange. Pour le propre, c'est-à-dire que vous voyez, le début du livre est la description d'un espèce de prototype, hein, parce qu'à l'époque, ce n'était pas très, très répandu. Il copie d'ailleurs un article de l'encyclopédie, hein, pour être très clair, hein, c'est simplement un copier-coller. Un étudiant ferait ça aujourd'hui, on lui refuserait le diplôme, hein, parce que vous n'avez pas le droit de copier un texte sans le citer. En fait, c'est l'article Épingle Manufacture 2, hein, qui est dans l'encyclopédie d'Alembert d'Ivrec. Mais c'est un monde dans lequel vous n'avez pas de monnaie, vous n'avez pas d'échange, c'est un monde organisé par le patron. C'est quand même extraordinaire, vous voyez que le premier texte qui est supposé, et c'est ensuite qui va expliquer cette invention. Alors, c'est une vision évolutionniste qu'on a de la monnaie, fonctionnelle pour expliquer. Et c'est, je dirais, c'est l'idée que il y avait le troc, et puis c'était très très compliqué, hein, c'est ce qu'on nous raconte. Alors après, ils ont pris, je sais pas, du bétail, des choses comme ça, et puis progressivement, ils ont inventé des monnaies de plus en plus sophistiquées. Donc on a cette idée évolutionniste, l'idée d'un progrès, et puis l'idée basée sur l'évolution donc de ces fonctions. Ce qu'on sait par la lecture des anthropologues et par des travaux, le Ghana a été cité, la Côte d'Or, d'après les historiens, les anthropologues, etc., on sait aujourd'hui qu'il s'agit d'une fable. Et ce qu'on a découvert progressivement, c'est que la monnaie est un élément constitutif
de l'humanité, c'est-à-dire de l'être humain en tant qu'être social. Il n'existe pas de société humaine normale sans instruments monétaires. Évidemment, ils sont matériellement et dans les usages radicalement différents des nôtres. Mais ce sont des archaïsmes monétaires. Et par archaïsme monétaire, il ne faut pas entendre une primitivité. Le terme archaïsme, là, veut dire quelque chose de fondamental qui est commun à toutes les sociétés. Alors bon, certains vont se dire, non mais il a fumé la moquette, hein, tout le monde sait qu'il y a... Ben, je vais vous donner un exemple. Adam Smith a écrit un article sur l'origine des langues. C'est-à-dire que du temps d'Adam Smith au XVIIIe siècle, on s'imaginait qu'il y avait des langues primitives. Est-ce que vous avez un seul linguiste aujourd'hui qui s'imaginerait qu'il y a des populations sur cette planète qui parlent des langues primitives? On parle des langues différentes, mais il n'y a pas une personne... Alors, ça peut arriver, hein. J'ai un ami linguiste qui était prof aux États-Unis, il travaille sur... vous savez, on est en train de reconstituer les langues mères, hein, par ordinateur, on arrive, il y a une douzaine de termes qui seraient communs sur toutes les langues de la planète, etc. Il va bientôt nous trouver Adam et Ève. Bon. Mais, bon, c'est des éléments, il y a peut-être, je veux dire, par exemple, le fait que maman est un terme mère et qu'il y avait... Bon, ben oui, ben, le têtement produit peut-être ce mot-là. Je veux dire, il n'y a pas besoin de dire, vous voyez, qu'il y a une langue d'origine commune. Mais lui, il est arrivé cette aventure un peu particulière. Il y a un journaliste qui lui dit, ah, vous travaillez sur les langues primitives, parce qu'il travaille sur les pygmées, enfin, sur des langues de ce type. Et alors, le journaliste lui pose cette question, lui dit, est-ce que c'est vrai que dans les langues primitives, ils posent beaucoup de cris? Vous aviez un journaliste qui s'imaginait, vous voyez, qu'il y a des êtres humains aujourd'hui qui seraient d'un point de vue linguistique à peu près des animaux, quoi. Bon, il n'y a pratiquement plus personne qui a ce genre de croyance aujourd'hui en manière linguistique. Il faut vraiment être attardé, hein, pour s'imaginer. C'est comme si vous alliez voir un psychanalyste et puis que vous auriez un psychanalyste qui vous expliquerait qu'il y a des rêves primitifs. Non, mais bon, je veux dire... Oui, c'est ce que ça voudrait dire. Hein. Il y a tout un tas de choses comme ça. Non, il y a des rêves évidemment adaptés. Hein. Ma grand-mère risquait pas de penser, de rêver au téléphone portable, hein, par exemple. Donc les objets auxquels on rêve, évidemment. Ça, moi, j'en ai jamais rêvé non plus de téléphone portable. Enfin bon. Donc, c'est cet élément-là. Si vous prenez des dimensions de ce type qui n'ont pas d'implication économique, il n'y a personne pour vous classer les sociétés. Mais il y a beaucoup de gens pour vous les classer d'un point de vue économique. Et le problème, c'est de croire, parce que c'est une croyance, que la monnaie est fondamentalement, dans les sociétés humaines, un objet économique. Alors, alors, ce qu'on sait, par exemple, aujourd'hui, par les historiens, c'est la monnaie qui a permis le marché, c'est pas le marché qui a permis la monnaie, par exemple. Ça, c'est déjà intéressant comme résultat pour regarder. C'est-à-dire qu'il faut ne pas avoir une pensée évolutionniste et fonctionnelle, et je dirais, il faut avoir une pensée en quelque sorte essentialiste pour regarder la monnaie. Il faut penser ce qu'elle est, et pas ce qu'elle est dans nos et pas ce qu'elle fonctionne dans nos sociétés pour aller chercher des fonctions rabougries chez les autres. Alors, premier élément qui est frappant et qui rejoint pour le coup, parce qu'il y en a qui vont se dire, bah, il va y venir, on monnaie complémentaire. Bon, donc, le premier lien qu'on peut faire, c'est que quasiment toutes les sociétés humaines ont connu une pluralité d'instruments monétaires. C'est-à-dire l'unité monétaire, la croyance qu'on a qu'il existe une unité monétaire qui remplirait toutes les fonctions de la monnaie, ça n'existe quasiment dans aucune société humaine. Et en tous les cas, pas dans les sociétés exotiques, entre guillemets, pas dans les sociétés historiques. Donc la revendication de la complémentarité monétaire et des alternatives monétaires est de l'ordre pas de l'exception,
c'est de l'ordre de la normalité. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important à mettre en avant. D'ailleurs, c'était vrai au XVIIIe siècle de façon marquée. Et alors, j'ai toujours été frappé quand je regarde les réglementations européennes, les lois européennes sur la monnaie, c'est qu'on a beaucoup de chance pour ceux qui travaillent, je dirais, luttent pour les monnaies complémentaires, c'est qu'on peut s'appuyer sur la législation. Et alors, en général, il est écrit dans les législations européennes à propos de la monnaie que vous ne pouvez pas avoir imposé une monnaie dont vous obligeriez les gens à l'utiliser, si vous n'êtes pas l'État, en quelque sorte, qui définit cette monnaie. Ça, vous ne pouvez pas, il faut qu'il y ait consentement. Mais il est écrit que pour des usages limités au sein d'un certain groupe, en quelque sorte, on peut utiliser un instrument. Alors, comme ça se répète, vous prenez les droits italiens, français, machin, etc. Vous dites, bon, dis donc, les juristes, formidables, ils ont inventé l'avant-monnaie complémentaire. Vous voyez, ils ont... c'est comme dans des modèles mathématiques, je vous signale, d'économistes, ça donne les résultats qu'on connaît, il y a même des modèles à prix négatif. Bon, ça veut dire qu'un jour, on ira au supermarché et on vous paierait pour emmener la marchandise. Bon. Ça... En fait, c'est, vous voyez, dans les modèles. Donc, on pourrait se dire, bah, tiens, les juristes, ils ont vraiment eu un pressentiment, en quelque sorte. Non, pas du tout. C'est qu'au XIXe siècle, dans les grandes manufactures, il y avait des boutiques de la manufacture, une partie du salaire était des jetons, des monnaies du patron, et les ouvriers, les salariés s'approvisionnaient dans la boutique du patron. Donc, c'était légaliser la chose. Donc, vous voyez, mais souvent, j'adore Robert Owen. Pour moi, je pense que c'est le fondateur du syndicalisme et du socialisme britannique dans la première moitié du XIXe siècle. C'est un ouvrier qui avait eu l'idée géniale d'épouser la fille de son patron, donc il est devenu très riche. Et il est devenu le plus grand manufacturier d'Europe, et il est un fondateur du socialisme libéral démocratique. Et tout le monde, alors il y a des gens, ah, ben, il est génial, vous voyez, il avait inventé les bons de travail, de Rochdale, etc. C'est pas une invention, alors, il a beaucoup de qualités, mais pas celle-là, parce que simplement il a transposé ce qui se faisait dans toutes les manufactures. Quand on travaillait, on distribuait des bons. Ça n'a rien d'exceptionnel en la matière. Et dans les colonies, c'est la même chose. Dans les plantations, on distribuait des bons. Des équivalents. Et peut-être ceux qui ont les cheveux blancs, un peu, qui se souviennent peut-être dans les comment ça s'appelle, dans les trucs à boutons de leur grand-mère. Vous savez, en France, il y a deux choses assez exceptionnelles qui transcendent les classes sociales. Il y a la conservation des bouchons, des bouts de ficelle et des boutons. Non, mais je veux dire, ça transcende les classes. Vous voyez, quand vous faites une alliance matrimoniale, vous n'êtes pas perdu, puisque vous avez trouvé ce genre d'engin. Et dans la boîte à boutons, il y avait très souvent des jetons des chambres de commerce. Je ne sais pas si certains se souviennent, c'était qu'après la Seconde Guerre mondiale, on avait émis en France des jetons de chambres de commerce qui ont été émis en 1916 ou quelque chose comme ça, et je crois que ça a duré jusqu'en 1929, donc c'était parfaitement légal, donc c'est aussi une inspiration. Et puis il y a quelque temps, je suis allé à Madrid, et chez les numismates, j'ai acheté des bons en papier de la guerre civile espagnole. Donc on voit très bien à travers l'Europe, notamment, cette émission. Donc ça, c'est une première idée à avoir. Toutes les sociétés, quasiment toutes, sauf cas exceptionnel, c'est de l'ordre de l'exception, ont une pluralité monétaire. Donc la revendication d'une monnaie complémentaire, c'est simplement l'expression de ce qui s'est toujours fait en quelque sorte. Deuxième élément qui est très très important pour penser la monnaie, c'est qu'il faut se sortir de l'idée d'une contrepartie. Alors ça, c'est très très difficile. C'est-à-dire qu'on pense, et la monnaie, c'est ce qui vaut quelque chose pour acquérir quelque chose. Essentiellement, il faut penser la monnaie comme étant quelque chose qui fait le lien avec les autres. Je reviendrai sur cette idée. C'est-à-dire que l'essence de la monnaie, c'est de tisser du lien social. Ce qui prime, c'est la relation. Comme un peu, d'ailleurs, on le voit dans une expression telle que don. Quand vous dites c'est un don, vous êtes incapable de savoir quel est celui qui donne et celui qui reçoit. Vous voyez, dans cette expression.
Hein. Le don, c'est ce qui relie. Hein. Vous n'avez pas, à la différence d'un prêt, vous avez un autre terme qui s'appelle un emprunt. Achat-vente, vous avez deux termes. Pour le terme don, vous avez quelque chose qui relie. Eh bien, il faut penser en quelque sorte la monnaie fondamentalement, dans son essence, comme étant un de ces instruments tissant le lien. Alors, ça a amené, d'ailleurs, cette domination qu'avec la monnaie on achète quelque chose, ça peut donner des choses assez amusantes. Vous avez un anthropologue, il est resté 4 ans bloqué dans l'île Rossel. Alors, il faut imaginer l'île Rossel, je ne sais pas, il doit y avoir 3000 habitants, hein, c'est au large oriental de la Nouvelle-Guinée, pendant la guerre 14, hein, donc les administrateurs. Donc alors, il n'est pas le seul, hein, mais bon, il y en a qui ont passé leur temps à des plaisirs divers avec les papous, et puis il y en a qui ont fait de l'anthropologie, puis il y en a qui ont fait les deux. Hein. Donc, c'est pas incompatible. Et donc, Armstrong, hein, il s'appelle. Alors lui, il a assisté, et donc il vous décrit, il vous dit, dans cette société, quand les gens meurent, on dépèce le cadavre et on vend la peau. Parce qu'il y avait un prix de la peau au moment de la mort. Seulement, ce qu'il n'a pas compris, c'est que les gens n'achètent pas la peau et on ne dépèce même pas les gens. C'est qu'effectivement, dans ces sociétés mélanésiennes, au moment de la mort, un clan familial va verser des monnaies qui sont en fait des coquillages pour la peau, pour le nez, pour le cœur, pour le sexe, pour les seins. C'est-à-dire que, et ça c'est très important, pourquoi ils le font? Parce qu'ils disent qu'une personne est composite. Et c'est l'inverse de l'individualisme. On n'existe pas en tant qu'unité. On n'existe que défini par rapport en un ensemble d'autres. Et donc le fait, on ne paye pas la peau, parce qu'on en ferait je ne sais pas quoi, hein, bon, non, on rappelle qu'on est lié au moment de la dot, au moment de la naissance, au moment de la mort, qui sont des événements importants ici comme ailleurs. Eh bien, on va en quelque sorte compenser les forces qui sont en jeu. Mais ce n'est pas une contrepartie qui dit la valeur de la chose. Donc il faut penser que toute une action de ces monnaies, dans leur fondement, c'est ça. C'est de dire qu'on est en société et c'est ce qu'il exprime. Et ça donne des éléments qui sont des éléments intergénérationnels. Parce que ces sociétés sont aussi fondées sur cette idée intergénérationnelle. Et donc, il y a cette transmission qui se fait grâce à la monnaie. Alors, pour vous donner une idée des intergénérationnels, ici, je suppose qu'il y en a qui s'intéressent aux phénomènes environnementaux, c'est-à-dire les problèmes qui se poseraient pour les générations futures. Il paraît que dans les républiques iroquoises, hein, c'est au niveau du Canada, quand ils prenaient des décisions très très importantes, hein, ils se posaient la question, quelle serait la conséquence de leurs décisions dans cette génération? Si seulement on l'en faisait nous seulement dans 2, ça serait déjà pas mal. Hein. Donc, ouais, il faut... c'est des primitifs, hein, tout le monde le sait, hein, donc évidemment, ils avaient des pratiques un peu curieuses, mais ce que je dis, c'est ça, hein, c'est-à-dire qu'ils se transmettent cet élément-là. Donc la personne humaine est décomposée parce qu'elle renvoie ces éléments, et la monnaie sert à tisser des dons. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que dans la non-contrepartie et la non-propriété, c'est qu'au centre de ces pratiques, il y a ce que le néolibéralisme nous a fait oublier, à savoir le partage. Parce que le drame de la situation contemporaine, je crois que c'est ça, c'est 25 ans de domination du néolibéralisme, qui a, oui, tout s'achète, tout se... Bon. Et donc ça veut dire qu'on oublie les éléments communs. Et ça, c'est pas seulement pour des problèmes environnementaux que la question se pose. Eh bien, ce qu'on voit dans certaines sociétés, et notamment dans l'île Rossel, alors certains, Armstrong avait dit, il y a des banquiers aussi, oui, parce qu'il n'est pas mauvais pour interpréter par rapport à nos propres catégories, parce qu'il y a des gens qui détenaient des monnaies. Et pour certaines cérémonies, il dit, il les prêtait, donc il y a des dettes, etc. Et quand on regarde bien, parce que ce n'est pas les textes à ce propos, on peut se dire non, ce n'est pas ça qui se passe. Dans ces sociétés, il y a des groupes qui détiennent effectivement ces monnaies. Mais, et ça rejoint la doctrine sociale de l'Église catholique, il y a une hiérarchie de droits. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais le possesseur complet d'un bien. Les autres ont des droits sur ce que vous détenez.
Et donc, dans certaines cérémonies, vous êtes obligé de remettre ces biens qu'après, ils vous rendront. Et donc, il ne s'agit pas d'un prêt, il ne s'agit pas de don contre don, même, hein, parce que le terme a été utilisé. Il s'agit de la notion de partage. Et ces monnaies montrent aussi ces éléments-là. Alors, sur les monnaies complémentaires, c'est plus dur à trouver. Mais, parce qu'elles sont soumises à un système d'échange, etc. Mais il faut penser aussi au collectif. Mais là, ce qui était dit tout à l'heure sur la notion de partage, sur les discussions autour du nom, c'est bien un inaliénable, le nom. Le nom qui est donné au groupe. Et si ça joue un rôle aussi important, peut-être ici certains ont été ou sont membres de systèmes d'échange local, il y a une identification autour du nom. Hein, et ça, c'est un moment d'identité du groupe aussi. C'est quelque chose qu'on partage. Donc on peut dire que même à ce niveau-là, on va trouver des éléments importants de ce type. Et puis, je voudrais illustrer cette idée de lien. Alors d'abord, je vais aller chez des primitifs, si j'ose dire, enfin des exotiques. Et vous savez comment on dit une dette dans beaucoup de langues ouest-africaines? C'est une corde. Une corde, c'est ce qui relie. C'est aussi en cas de dette ce qui vous étrangle. Et d'ailleurs, et là vous avez un universel. Comment dit-on un usurier en italien? Je traduis un étrangleur. Avec quoi étrangle-t-on? Une corde. En Asie, dans de nombreuses populations, les dieux des dettes tiennent une corde à la main, comme par hasard. Et le wampum, qui était la monnaie d'Indiens des côtes de l'Est, nord-est américain, eh bien, le mot vient de corde, qui est le lien qui attachait cette monnaie. Et donc, la symbolique du lien est extrêmement fort. Alors vous allez dire, oui, mais enfin, bon, on voit ce que ça a donné, dans notre population, nous, on est un peu plus efficace. Oui, mais il faut penser les mots qu'on utilise nous-mêmes et les racines de ces mots. Et alors là, ils deviennent très intéressants en la matière. Vous savez comment on dit une obligation financière en anglais? Bond. Qu'est-ce que c'est que bond? C'est un lien. Donc on a le mot. Et puis, si vous avez en français le mot obligation, quelle est la racine du mot obligation? Ligue, ce qui veut dire une ligature. Donc, dans notre vocabulaire financier, on a des éléments, ce que j'appelle des archaïsmes. Enfin, puis il y en a un qui est encore plus extraordinaire, je trouve, dans ce genre de choses, c'est le mot intérêt. Alors, vous avez tous appris à l'école, je le fais difficilement à Genève parce qu'il n'y en a pas un qui parle français. Intérêt, c'est inter-est. Vous savez, il faut enlever l'accent circonflexe, vous mettez un S. Et qu'est-ce que c'est que l'intérêt, ce qui paraît pourtant le mot le plus opposant, les constitutifs des paris, c'est un inter qui est. C'est-à-dire l'intérêt sert à faire le lien, pour le meilleur et pour le pire. Et donc on voit en quelque sorte que dans nos propres vocabulaires, en quelque sorte, on trouve ça. Et puis je vais prendre encore deux exemples chez nous, en quelque sorte. Vous savez, peut-être que, je ne sais pas si au Luxembourg c'est pratiqué, mais dans certaines régions françaises, c'était pratiqué, ainsi que dans les régions italiennes, en Angleterre, etc. On dit qu'on n'offre pas de couteau. Vous avez sans doute entendu dire ça. On n'offre pas de couteau parce qu'on dit que ça coupe le lien. Et vous savez ce qu'on fait dans ces cas-là quand on offre un couteau? On donne une petite pièce de monnaie pour rétablir le lien. Donc on va travailler. Et alors les Anglais qui sont d'un pragmatisme avancé, les boîtes dans lesquelles on offre un couteau comprennent déjà la petite pièce de monnaie qui doit être rendue. C'est le confort britannique, hein, on ne peut pas faire mieux. Mais ça veut dire que en Italie on fait ça aussi pour les mouchoirs, mais ça je ne sais pas pourquoi. Mais vous voyez, cette pratique qui dit qu'on... Alors vous allez dire, bon, c'est des pratiques un peu bizarres, mais c'est la symbolique du coupé. Mais alors là, ça devient plus curieux et ça nous rejoint avec les prétendues monnaies primitives. Parce que nos ancêtres, les Gaulois, si j'ose dire, avaient des haches à douille. On en a trouvé des quantités considérables.
Et donc c'est à la fin de l'âge du bronze, quand le fer est introduit, alors ils en font des quantités juste avant la conquête romaine, donc il y a des dépôts de monnaie. Alors ces monnaies, qui étaient des éléments, on a des références de dons, y compris aux dieux, enfin, etc., rituels, elles ont des caractéristiques. Alors c'est des haches. Oui, mais enfin, c'est des drôles de haches, parce que si jamais vous vous amusez à taper dessus, vous les cassez. Elles n'ont pas été faites pour, vous voyez, c'est des éléments de paiement qui ne sont pas faits. Alors certains diront c'est des modèles réduits, mais alors c'est très curieux aussi, on ne peut pas les emmancher. Enfin, l'alliage est fait de telle façon. Donc, ça veut dire quoi quand on fabrique et dans toutes les sociétés, on a ces éléments-là, y compris dans des sociétés très anciennes. Par exemple, les préhistoriens vous trouvent des haches en pierre. Mais certains endroits, on a dû trouver que les stocks parce qu'elles n'ont aucune trace d'usure. Donc, ça veut dire qu'elles servaient à autre chose que... Et donc, elles ressemblent à tout... Sur toute la planète, hein, on trouve des Aztèques en machin, on trouve les Chinois avaient des bonnets bêches et des bonnets haches. En fait, sur toute la planète, on a ces éléments-là. Et à mon sens, comme je prends les Homo sapiens sapiens comme étant tout aussi capables de symbolique que nous, de métaphores, de tout un tas de choses, etc., ils sont comme nous, hein, finalement, eh bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils fabriquaient des monnaies qui ne coupaient pas. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que dans ces sociétés, on paye sans couper le lien. Et c'est ce que dit matériellement leur monnaie. C'est ça qui a d'extraordinaire. Et d'une certaine façon, quand on fait de la monnaie locale et qu'on dit qu'il faut qu'elle tourne, qu'elle circule, etc., c'est pas autre chose. On veut payer tout en maintenant le lien. Et c'est en cela que les prétendues monnaies primitives sont très intéressantes, parce qu'elles disent exactement la même chose. Elles posent cette même question. Et le drame du néolibéralisme, ça a été précisément de croire qu'on pouvait payer, couper, il n'y a plus de responsabilité. C'est ça, sauf prévu dans le contrat. Ce que réintroduisent dans les sociétés contemporaines les monnaies locales, c'est précisément, consciemment ou inconsciemment, ce rétablissement du lien. C'est une irresponsabilité sociale de croire qu'on puisse payer en coupant le lien et pas construire en permanence la société. Et ça, c'est l'élément, pour moi, fondamental. Encore combien de minutes ? 10. Ok. Donc, parce que bon, ce serait intéressant d'avoir des échanges. Alors, je dirais, quand on regarde nos propres échanges marchands, d'ailleurs, eh bien, on retrouve encore certains éléments de ce type. Parce que quand vous regardez la relation de paiement, en fait, vous avez deux relations de paiement. Vous avez des relations qu'on va dire de place de marché, et vous avez des relations qu'on peut dire de lien de clientèle. En gros, dans notre façon d'agir. Une relation de place de marché, alors il y a un livre d'anthropologue qui s'appelle « Faire son marché à Carpentras », Michel de la Pradelle, et qui décrit très bien la chose, elle le décrit les Français. Elle dit « Qu'est-ce qui se passe sur une place de marché ?» Une place de marché, les Français adorent faire leur marché. Et ailleurs aussi. Mais elle dit « Pourquoi ? Parce qu'ils sont républicains. » Est-ce que vous avez déjà marchandé sur une place de marché en France ? Imaginez acheter des fraises et puis dire « Ah, vous me les faites à combien ?» Non. Le prix est unique, quel que soit l'acheteur. On ne marchande pas dans un marché aux légumes, contrairement à d'autres sociétés. Mais pourquoi ? Parce que tous ceux qui font la transaction sont supposés égaux. D'où les plaisanteries que peuvent faire d'ailleurs les commerçants. Vous voyez, la femme du notaire qui se pointe faire ses courses, si elle ne veut pas se faire appeler ma petite madame, elle n'a qu'à envoyer sa bonne. Hein. Parce qu'il y a une égalité qui se produit. J'ai même une histoire, elle est un peu vulgaire, mais enfin bon, je l'adore, c'est un ami qui a assisté à cette scène. C'est-à-dire que sur une place de marché, on ne transgresse pas l'idée d'égalité du prix unique, quelles que soient les personnes. Alors imaginez, vous voyez, quelqu'un parle en pointu, allant au marché à Marseille aux poissons, et demandant à une poissonnière si ces poissons sont frais.
Bon, alors imaginez la réaction. Bon, elle l'a insulté de manière extrêmement grossière. Et lui, il a transgressé l'ordre de l'égalité du marché, puisqu'il a dit, écoutez, madame, j'ai le bras long. Alors la réponse de la maraîchère, c'est très grossier, mais enfin je vous la donne parce que comme ça vous vous rappellerez de l'égalité. Elle a appelé l'autre maraîchère qui était en face, Marinette, tais, regarde le monsieur, il a le bras long, ça doit drôlement bien aller pour se gratter le cul. Donc c'était une façon de le rabattre en quelque sorte. Donc on a cette idée, sur une place de marché, on fait comme si on ne poursuivait pas la relation. Mais dans les endroits où il y a des touristes, etc., on va faire bon poids, en fait, par derrière. Hein. On va s'arranger. Mais il y a cette égalité sur une place de marché, tout le monde, ils sont tous égaux. Et ça, c'est la modernité du prix. Vous savez, les magasins qui s'appelaient Uniprix, Monoprix, il y en a qui vous disent que c'est parce que tout était vendu au même prix. Non, c'est parce que c'est au 19e siècle qu'on a introduit des marchés où on ne marchandait pas. Et qui était la nouveauté. Et vous voyez, c'est l'homo economicus, tout le monde il est égal. Hein. Bon. La deuxième type de relation qu'on a dans le paiement, avec nos mêmes monnaies, c'est ça qui est extraordinaire. On a deux types de relations. C'est les relations où le statut va être reconnu. Alors les supermarchés ils utilisent ça avec des cartes, des éléments de ce type, etc. C'est-à-dire que le prix va être différencié selon la capacité de payer. Et dans l'économie solidaire, on va retrouver des éléments de ce type. Et c'est le propre d'ailleurs du marchandage sur des places de marché ou autres qui sont très différentes des nôtres dans un certain nombre de pays au sud de la Méditerranée. Et quand vous marchandez sur un... c'est pas pour équilibrer l'offre et la demande sur un marché de ce type. C'est pour fixer le prix que vous valez. C'est le statut qui est fixé. Et alors vous dites, monsieur Ferroulet, j'ai payé plus cher que telle personne. Non, c'est parce que vous valez mieux. Vous devriez être content de payer plus cher. Mais c'est ça, cette idée. Si vous allez à Dakar, je vais payer plus cher parce que je suis blanc, alors je payerai moins que parce que je vais dans salam alaikum, malikum salam, etc. Donc je vais être un peu du coin. Et donc du coup, je vais être payé dans une catégorie un peu intermédiaire. Mais le prix, c'est ça. Je veux dire, si vous êtes tout bas blanc, vous payez plus cher, c'est normal, parce qu'on vous fixe un certain statut. Donc, il y a des prix qui sont des prix d'égalité, il y a des prix qui sont des prix de rapport de clientèle. Ça veut dire que même dans nos propres sociétés supposées, vous voyez, de l'ordre économique, ça ne se pratique pas aussi simplement qu'on pourrait imaginer. Et puis même, je dirais, vous voyez, sur les cloisonnements monétaires, on les pratique tous, sans s'en rendre compte. Mais on a des instruments monétaires limités pour le faire. Alors, nos grands-mères, pour un certain nombre, avaient des bocaux dans lesquels, vous voyez, elles mettaient l'argent pour ceci, l'argent pour cela, etc. C'était les cloisonnements monétaires. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour la plupart d'entre nous? On a plusieurs comptes, on a carte de crédit, on a le chéquier, on a le liquide, on a etc. Ouais, bon. Eh bien, on cloisonne nos paiements de cette façon-là et on gère. Et la difficulté d'ailleurs d'être pauvre dans nos sociétés, c'est que quand vous êtes pauvre, vous avez beaucoup de difficultés parce qu'eux, ils n'ont pas 3 cartes de crédit qui comptent, etc. Enfin, j'en ai pas autant, mais... Donc, c'est ça hein, qu'il faut se dire. C'est très très dur parce qu'ils sont privés des cloisonnements, en quelque sorte, existants. Hein, donc, c'est ça, donc, les cloisonnements qu'introduisent les monnaies locales, etc., il faut savoir que dans les paiements, on a des habitudes de cloisonnement et on a des cloisonnements moraux. Si vous dites « Oh, j'ai hérité de ma grand-mère, j'ai acheté de la crème glacée, 10 tonnes j'ai distribué moralement, c'est inacceptable. » Non, mais c'est, je veux dire, l'argent de l'héritage, il est cloisonné aussi, parce que les gens de la famille, etc., en général, il va y avoir des discussions, vous devez moralement en faire un certain nombre de choses, affecter. Donc on voit très bien que ça ne se fait pas avec des instruments différents, mais on cloisonne et on usage aussi. Et comme dans toute société, mais il y a des sociétés qui ont des instruments différents pour pouvoir cloisonner et beaucoup plus que nous. Alors, il y a des questions, je vais terminer là-dessus. Il y a récemment, est sorti au Fonds monétaire international, un des auteurs s'appelle Bénès, donc c'est à l'automne, une idée sur la monnaie gagée. Et ils disent la chose suivante, ils reprennent un plan qui avait été lancé, qu'on appelle le Chicago Plan, pour les historiens de la pensée économique, de 1930, des années 30,
c'est l'idée qu'il faut gager la monnaie. Et alors là, ça rejoint des débats extrêmement importants au sein des monnaies complémentaires. Pourquoi eux, ils disent qu'il faut gager la monnaie? C'est pour casser le pouvoir de création monétaire par les banques, puisqu'il faut très bien comprendre que l'interdiction, la quasi-interdiction des déficits publics fait qu'aujourd'hui, la création monétaire, en fait, est uniquement une création monétaire par des banques privées. Hein, c'est très très clair. C'est l'empire, j'appelle ça l'empire de la liquidité, et avec des royaumes. Par exemple, Genève en est un. Je vous donne, ça donne des phénomènes. Par exemple, le jour où j'ai découvert qu'un boisseau de blé, on ne le produit pas sur place, hein, mais c'est des titres, etc. Hein, donc tout devient liquidité et monnaie. Hein, c'est l'opposé, justement. Et bien, un boisseau de blé, entre le moment où le titre est émis et le moment où on peut vous livrer le blé, il fait l'objet de 2000 transactions. Vous allez même dans la même journée qu'acheter qui vendre. On est loin des monnaies locales. Eh bien, c'est ça qu'il faut penser. Et donc la monnaie gagée, c'est pour empêcher la privatisation de la monnaie et de la finance et faire que les établissements financiers ne pourraient plus prêter et agir qu'en fonction de dépôts qu'ils recevraient. Et la création monétaire retournerait au collectif. Alors ça rejoint des débats extrêmement importants sur les monnaies locales, puisque dans les systèmes d'échanges locaux dont j'ai été un militant, hein, je peux dire, eh bien, nous, on crée nos propres monnaies. C'était la monnaie du groupe. Elle était autonome et souveraine, mais elle était largement déconnectée des commerçants, etc., parce qu'on ne pouvait pas le faire autrement. Donc, il y avait du free banking, comme on dit. On était parfaitement néolibéraux, hein, d'une certaine façon, puisqu'on défendait la capacité de créer cette monnaie. Et aujourd'hui, ces monnaies sont gagées. C'est-à-dire que les nouvelles formes de monnaie, pour créer cette monnaie, il faut déposer dans un établissement financier l'équivalent de cette monnaie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus autonomie de la création monétaire et la dynamique de la solidarité locale va se faire, c'est le boulot que tu fais, par une dynamique de l'échange au maximum pour le faire circuler. On estime que ces monnaies locales, pour créer une dynamique, ces nouvelles formes, Toulouse par exemple, la plus connue en France, c'est à Toulouse, la ville de Toulouse, le sol violette, on estime que ça circule 4 à 6 fois plus vite que l'euro, pour vous dire les choses. Donc, oui. Et donc c'est intéressant de voir que cette proposition qui est faite au FMI par Bénès et compagnie, de gager la monnaie, d'interdire le pouvoir de création monétaire par les banques et le recollectiviser, renvoie directement à des questions qu'on se pose autour des monnaies locales. Je pourrais prendre d'autres exemples, etc. J'ai vécu même du temps des systèmes d'échange local où il y avait des sortes de leçons d'économie politique à la base qui étaient faits sur des phénomènes de hausse de prix, etc. C'est-à-dire que moi, et on trouve un autre élément, c'est-à-dire qu'on trouve dans ces groupes, dans ceux qui réfléchissent à ces groupes, des éléments aussi de construction de la démocratie. La démocratie étant construite au sens où je l'entends depuis les Grecs, hein, si je veux dire, par le débat. Et par exemple, si on regarde aussi les monnaies locales, c'est-à-dire que l'économie solidaire, quand donc les monnaies locales en font partie, ne peut pas être un phénomène seulement économique. J'ai donné une conférence à l'ONU la semaine dernière, et à un moment, il y a quelqu'un qui était intervenu sur la mafia. Et puis il y en a qui avaient présenté l'économie solidaire, des expériences uniquement d'un point de vue économique. Alors moi j'ai dit, c'est pas un problème, hein. Comme institution solidaire, on ne fait pas mieux si on regarde que l'économique, la mafia. Ça vous crée de l'emploi, etc., ça vous transfère, etc. Évidemment, si vous regardez les dimensions éthiques et politiques, ça n'a rien disons, d'économie solidaire. Mais si on regarde uniquement l'efficacité économique, alors ça en fait partie. Eh bien, si on regarde, par exemple, dans un certain nombre d'endroits, notamment à Toulouse, hein, je ne sais pas ici comment les choses, on en discutera, se font, c'est la nouvelle démocratie qui se construit, puisque c'est une démocratie, non pas comme dans l'économie sociale traditionnelle, un votant, une voix, c'est des collèges de parties prenantes qui essayent d'atteindre en chacun d'eux le consensus, et après ils se réunissent en tant que collège. C'est une nouvelle forme de construction de la démocratie. Donc on voit parfaitement qu'à des échelles restreintes, en quelque sorte, hein, il ne faut pas se leurrer, ces systèmes sont en train, comme ça a été le cas du socialisme utopique dans la première moitié du XIXe siècle,
de réinventer un certain nombre de choses. Alors certains me disent après, c'est récupéré. Ah ben parfait si c'est récupéré. Hein, moi ça ne me gêne pas la récupération quand elle est dans le bon sens. Hein, donc c'est ça qu'on voit. Donc bon, j'espère avoir rempli en quelque sorte le contrat, si j'ose dire, hein, pour essayer de faire le lien entre, disons, cet ouvrage que j'ai publié l'année dernière sur les monnaies du lien, hein, partant de l'anthropologie et des fondements, disons, pour moi, archaïques et essentiels de ce qu'est la monnaie, et puis, disons, des combats présents qui sont faits pour toute l'énergie qu'il faut dépenser pour mettre en place, hein, ces monnaies alternatives. Merci de votre invitation et de votre attention. Donc, je pense qu'il y aura des questions. Merci effectivement d'avoir donc pu tenir le temps et donc je propose donc les personnes qui le souhaitent donc de poser des questions. Je vais faire passer le micro. J'insiste sur ce point parce que la conférence est enregistrée, ça sera aussi plus facile pour le film qu'on va monter d'avoir un son de qualité. Donc levez vos mains, je vais tout de suite passer la parole et je vous demanderai juste d'être relativement concis dans vos interventions, que ce soit pour Max ou pour Jean-Michel Servet, comme ça la maximum de personnes pourront s'exprimer. Et si les gens qui posent la question peuvent se présenter pour dire d'où ils parlent en quelque sorte, parce que ça permet parfois de mieux comprendre d'où vient la question, si quelqu'un est du secteur ou est banquier par exemple. Nicolas Rollo, journaliste à Paper Jam, média économique. Aujourd'hui, on dit que les banques centrales injectent beaucoup de liquidités dans le marché, dans l'économie. Est-ce que cet argent-là est gagé ou est-ce que c'est de la pure création monétaire? Alors, là, on répond immédiatement aux questions ou on prend un stock de questions? Je ne sais pas s'il y en a d'autres, on peut peut-être prendre un stock, mais je ne vois pas. Surtout si elle a directement rapport avec le même sujet. Mais s'il n'y a pas... Ah oui, peut-être. Jean-Claude Schmitz, ingénieur, j'ai une question sur l'étymologie ou sur le sens du mot gagé dans ce contexte. Est-ce que vous avez un terme anglais ou allemand pour le décrire ou je n'ai pas le mot russe avec moi et j'ai du mal à comprendre ce mot-là, surtout avec la question que M. Lyon pose. Alors, je vais pour le sens du mot, hein, le sens du mot, parce que, bon, je veux dire en français, il y a une évolution du mot. Le mot gage voulait dire salaire, c'est l'équivalent de wages en français, donc c'est le même mot, hein, qu'on emploie d'ailleurs au pluriel avec la nuque, mais ça n'a rien à voir avec ça. Donc c'est le mot garantie, warrants. C'est-à-dire le fait qu'on garantit, hein, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que la monnaie est garantie, en l'occurrence sur la monnaie locale, elle est garantie par un dépôt, c'est-à-dire que vous devez déposer l'équivalent de cette monnaie pour pouvoir créer cette monnaie, hein, dans le cadre de la monnaie locale. Alors, sur la garantie, en quelque sorte, au niveau des États, est la grande différence des 30 dernières années. Si vous connaissez tous l'expression planche à billets, c'est-à-dire que c'était le déficit budgétaire était en quelque sorte autorisé par la Banque centrale qui créait la monnaie. Ce qu'on a inventé, c'est le néolibéralisme, c'est, j'en reviendrai sur la stabilité des prix parce qu'elle est très importante sur cet élément-là, c'est qu'on a interdit ou limité de façon extrêmement drastique, et le combat actuellement est autour de cette question-là, les États à faire du déficit budgétaire. Pour faire du déficit budgétaire, les États sont obligés d'emprunter sur les marchés financiers. Alors il faut être très très clair. Oh, ça c'est le politique néolibéral, 1980, etc., pour dire les choses, que ces modèles se sont mis en place, c'est les modèles anti-keynésiens. Hein, c'est les modèles du néolibéralisme, hein, c'est Thatcher, Reagan, etc. Et puis après, ça s'est généralisé parce que tout le monde a dit il faut faire comme ça. Mais c'est absolument dramatique parce qu'en plus, tout le monde le sait. Vous savez qu'après la Seconde Guerre mondiale, dans certains pays, le taux maximum d'imposition, c'était 80% d'impôt sur le revenu. Vous voyez un peu ce que c'est devenu. C'est-à-dire qu'on a été dans des sociétés où on n'impose plus les riches, il faut être très clair,
ou très peu par rapport à ce que ça a été à une certaine époque. Et on en arrive dans un certain nombre de pays où les intérêts de la dette et le remboursement de la dette, eh bien, est le premier poste budgétaire. C'est une situation intenable. À travers l'histoire, depuis la Révolution française, les révolutions américaines, les éléments de ce type, toutes les situations de ce type ont été résolues. Comment? Par l'inflation, qui est le meilleur facteur pour annuler les dettes. Je ne suis pas un partisan de l'hyperinflation, mais je vous demande quand même de réfléchir une chose. Si vous avez 5% de hausse de prix par an, ce qui n'est quand même pas grand-chose, 5% de hausse de prix par an, en 13 ans, la moitié d'une dette est annulée. Voilà. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est exactement ça. Enfin, je ne sais pas si ça répond, mais c'est autre chose. Parce que c'est ça la question. La création monétaire a été, en quelque sorte, très largement interdite aux puissances publiques, et elle est en la main des établissements financiers. Et si les établissements financiers créent la monnaie par les prêts en pourcentage, en quelque sorte, de leur activité sur le marché, le système est équilibré. Mais aujourd'hui, visiblement, ce ne sont pas les banques qui injectent de l'argent. Eh bien, c'est les États. Il n'y a pas, on accuse les banques de ne pas faire de crédit, par exemple. On dit les banques ne font pas de crédit, et donc ce sont les banques centrales qui injectent beaucoup de liquidités dans le marché en rachetant des titres, par exemple. Donc, oui, mais elles empruntent. Ça se fait comment? Les États empruntent. C'est la grande différence avec ce qui se passait il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, on vous dit, ah non, non, il ne faut pas faire ça. J'ai écrit un ouvrage qui s'appelle « Le grand renversement de la crise au renouveau solidaire », où justement, je mets en cause ce système-là. Ce qui me fait d'ailleurs dire que, alors les gens sont très surpris, quand les gens me posent des questions, comment sortir du capitalisme? Ah ben ma réponse elle est claire, je dis, ah ben c'est pas un problème, je ne demande pas comment on fait pour en sortir, on en est déjà sorti. C'est-à-dire, comment on en est sorti? C'est-à-dire que le capitalisme, ce qu'on appelle capitalisme aujourd'hui financier, n'a rien à voir avec le capitalisme industriel, productif, Schumpeter, etc. Rien à voir. C'est l'empire de la liquidité qui crée le mécanisme d'exploitation. Et alors, ce n'est pas seulement les banques qui exploitent, parce que c'est pas seulement ça, mais c'est les services informatiques, les services juridiques. Enfin, ici on est au Luxembourg, bon, vous comprenez ce que je veux dire, mais à Genève est très articulé. Et par exemple, à ma connaissance, le principal gestionnaire de fortune privée à Genève, privé particulier, s'appelle Pictet, c'est Pictet. À ma connaissance, ils ont 30 juristes pour régler les relations entre le Luxembourg et la Suisse. 30. Donc, c'est ça. Et donc, il y a une ponction qui s'opère sur l'activité réelle. Et quand je dis pourquoi la crise a éclaté en 2008, eh bien, précisément parce que le déséquilibre financier de ces ponctions est devenu trop important. Parce que dans les années 90, quand il y a eu des crises financières, ou à la fin des années 80, il y en a déjà eu, mais le déséquilibre n'était pas aussi important, donc le système a pu se rétablir. Et là, donc, c'est ça, les États sont supposés emprunter. Alors, on les autorise maintenant à dépasser les normes on est en train d'atteindre cet élément-là. Mais si les États n'étaient pas intervenus, les banques ne se plaîtraient plus entre elles. Donc le système s'effondrait. Ça, il faut être très clair sur ce niveau-là. Et donc on a, après la crise de 2008, ça c'est sûr, redécouvert un peu l'État. Mais pas jusqu'au bout. Redécouvrir l'État, c'est à mon sens redécouvrir l'impôt, c'est redécouvrir la création monétaire, c'est redécouvrir, pas de l'hyperinflation, mais une inflation qui fait qu'on privilégie, je dirais, les générations futures par rapport aux générations de rentiers. C'est cet élément-là. Mais historiquement, ces situations-là se sont toujours traduites par des inflations très fortes, parce que quand le déséquilibre, je ne vois pas comment, si, il y a une autre solution auquel on ne pense pas, c'est des régimes fascistes, populistes, dont l'Italie, avec le rigolo qui ne me fait pas rire,
donne un prototype. Ce personnage, quand même, est... non, mais enfin, je veux dire, il faut comprendre ce que seraient ces régimes populistes, etc. Alors, par exemple, ce personnage, dans un certain... Il est contre les syndicats. Vous pouvez être contre les syndicats de salariés. Mais à ce moment-là, ça veut dire que vous avez des lois fortes qui vous définissent le salaire minimum. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Et lui, il est contre le salaire minimum. Alors, bon, vous imaginez le genre de régime que ça peut donner. Donc, je veux dire, et les néolibéraux, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on imagine, n'ont jamais été politiquement, fondamentalement des libéraux. J'enseigne à l'Institut des hautes études internationales, où il y avait Ludwig von Mises, qui était professeur avant-guerre, etc. Et si vous regardez leurs travaux, alors comme ils étaient pour une partie d'origine juive, évidemment, Hitler, ils avaient quand même lu un peu, ils avaient compris. Mais un certain nombre de dictateurs qui n'avaient pas ces aspects antisémites, ils trouvaient ça très bien parce qu'il fallait rétablir l'ordre. Et vous avez des textes de von Mises qui sont écrits, qui vous expliquent que faudrait, quand même, le marché suppose un ordre pour pouvoir fonctionner. Oui, d'accord ? Ils sont à l'origine du bon pèlerin, ils sont à l'origine de ces éléments-là. Et Pinochet, vous avez tous entendu parler de Pinochet, je veux dire, il est arrivé au pouvoir avec les Chicago Boys, fondés à Friedman, c'est-à-dire la doctrine néolibérale. C'est exactement ce qui nous pend au nez. Enfin, pour moi, il y a une inconscience complète dans les pays occidentaux du risque de dictature pour faire passer les politiques économiques néolibérales un peu amadouées. Et donc, elles peuvent être portées, je dis, pour moi, le Grillo en Italie est un prototype même de ce possible néofascisme. C'est dramatique parce que ça nous pend au nez. Enfin, je veux dire. Et si vous regardez les écrits de Karl Polanyi dans les années 30, les 20-30, eh bien vous comprenez ces phénomènes-là. C'est-à-dire, il est très intéressant de relire aussi les penseurs humanistes, hein, dans la zone francophone, etc., personnalistes, etc., parce que vous verrez les risques de ce type de dictature économique. Ça, c'est des risques très très importants, et je dirais il y a une inconscience. Alors je ne sais pas si ça répond, mais donc effectivement les États étaient obligés d'intervenir. Vous voyez les débats qui se font pour faire plus de 3% de déficit, ils illustrent ce conflit. On est sur une période de conflit, mais c'est sans doute beaucoup plus qu'il faudrait faire. C'est aussi beaucoup plus qu'il faudrait faire sur les prélèvements sur les revenus. C'est un débat. Même le FMI, je crois que Madame Lagarde vient de s'apercevoir, elle a dû consulter des dossiers qui traînaient sur son bureau, hein, parce que je crois qu'il y a une déclaration qu'elle a faite, elle a dit « ça pose quand même problème quand vous avez 5% de la population à travers la planète qui a 40% de la richesse. » Oui, ça pose problème, oui. On aurait préféré qu'ils s'en aperçoivent avant, vous voyez, qu'on ne soit pas pris pour des gauchistes en disant il y a quand même un déséquilibre, vous voyez, qui se fait dans les revenus. Mais je peux vous dire que même sur la crise, je peux témoigner, etc., même des gens bien intentionnés, c'est là où c'est important justement de porter ces expériences, ces alternatives, etc. Donc en 2006, on prépare en Suisse l'annuaire suisse des politiques de développement, donc je faisais partie du comité, et donc je veux écrire un article, d'ailleurs il est publié sous ce titre, qui s'appelait l'aide au développement dans le trou noir de la financiarisation. Ben, les gens qui étaient à Action de Carême, hein, qui sont quand même des gens assez engagés sur des thèmes, ils disaient non, mais ça va pas, le système ne peut pas s'effondrer, tour noir de la finance. Alors après, oui, 2007-2008, on commençait à me faire des sourires, on disait, ah oui, tiens. Mais ça a été tout un débat, parce que les gens refusaient de voir. Moi je disais, j'ai lu les rapports, vous voyez, j'ai une bonne lecture de la Banque des règlements internationaux, il y a un tel déséquilibre que je ne vois pas bien comment ça va se résoudre. Oh bon, non. Et c'est exactement ce qui se produit aujourd'hui. Donc je dis sur ce risque, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais pour moi c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant. Parce que je veux dire, si les solutions marché peuvent être imposées. Et effectivement, parmi les solutions, la fiscalité en fait partie de manière considérable pour rétablir les choses. C'est un élément. Je ne vois pas comment on peut faire autrement sur ces questions de déficit budgétaire, si ce n'est en accroissant les prélèvements, précisément pour redistribuer. Alors ça veut dire aussi qu'il faut démultiplier des expériences de ce type. Hein. L'économie solidaire, c'est la floraison de tout un tas de petites expériences. Parce que, vous savez, le néolibéralisme s'est implanté en une vingtaine d'années.
on doit en tirer les conséquences. Ça veut dire que les alternatives, il faut 20 ans pour qu'elles s'imposent. Eh oui. Non, mais je veux dire, c'est parce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une nouvelle génération, de nouvelles idées, etc. Je veux dire, ce débat autour monnaie gagée, alors je ne sais pas si j'ai été assez clair ou non gagée, voilà, c'est des débats, monnaie fondante ou non fondante, c'est tout un tas de choses qui rejoignent les questions de hausse de prix aussi. Je voulais aussi peut-être essayer de répondre à la question de monsieur, parce que je crois que je l'ai compris différemment. Je crois que vous voulez savoir comment est-ce possible qu'on dit que les banques centrales injectent de l'argent et que les banques ne font pas de prêts. Donc, en fait, si on dit que la banque centrale injecte de l'argent, c'est qu'elle facilite la possibilité des banques d'emprunter de l'argent auprès de la banque centrale. Par exemple, en réduisant le taux d'intérêt de la banque centrale. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas où cet argent va aller. Donc, ce qu'on peut observer maintenant, c'est qu'en effet, les banques ne font pas tellement de prêts, mais que, par exemple, beaucoup d'argent est investi dans les actions, par exemple. On a maintenant une hausse, je crois que c'est une nouvelle bulle sur le marché des actions. Donc, par exemple, c'est par là que va cet argent, ou bien dans la spéculation aussi. Et ça explique cette différence si on dit que la Banque centrale injecte, mais quand même, il n'y a pas beaucoup de crédits. La Banque centrale, c'est exactement ça. Les États, via la Banque centrale, vont prêter aux banques privées, qui effectivement, dans une situation de baisse d'intérêt, les taux d'intérêt bas sont des facteurs d'encouragement à la spéculation, il faut être très clair, et donc de drainage de ressources. Hein? C'est ça, enfin, à mon sens, le problème, un des problèmes essentiels de cette crise, quoi. C'est le drainage par la finance, par des opérations de ce type, de toute une partie de la substance qui est créée. Et donc, c'est la raison pour laquelle des expériences de ce type, eh bien, permettent en quelque sorte de relocaliser, de faire. C'est comme, vous voyez, je suis très critique sur le microcrédit. Par contre, ce que je dois remarquer, c'est que l'empire de la liquidité a très peu frappé le microcrédit. Il y a moins d'une dizaine de grandes sociétés de microcrédit qui étaient cotées en bourse. Et quand vous possédez des titres de placement en microcrédit, selon les cas, il vous faut 1 mois, 2 mois, 3 mois pour les céder. Il vous faut pas 30 secondes. Hein. Et donc ça, c'est une différence marquée, hein, que je veux dire. Et donc, dans ce contexte actuel, je pense que toutes les solutions qui limitent le pouvoir de l'empire de la liquidité, les monnaies locales en font partie, c'est quelque chose auquel il faut penser et soutenir. C'est quelque chose... Attendez, il y a madame... Il y a le micro qui est là, et après... Bonsoir tout le monde. Oui, je voulais dire, j'avais été étonnée aussi quand j'ai lu sur une revue, que chaque jour, la planète est vendue 44 fois. Alors la bulle, elle est permanente, c'est-à-dire que tous les jours, on est dans une énorme bulle qui grossit, qui grossit, qui grossit. La question que je voulais poser, c'est que on peut voir en parallèle quelle est l'importance du lobbying auprès de la communauté européenne sur tout ce phénomène du néolibéralisme qui est devenu la politique. Est-ce qu'on n'en est pas là? C'est que la politique, c'est en fait le néolibéralisme. Et c'est très visible en France entre le président qu'on avait avant et celui qu'on a maintenant, où finalement on est toujours dans les mêmes conditions. Là, je dirais, je serais moins critique vis-à-vis du président actuel. Non, mais je veux dire, il me semble qu'il a compris un certain nombre de choses, il me semble, d'après certaines déclarations, mais que les moyens d'agir dans le monde tel qu'il est sont extrêmement limités. Par contre, effectivement, je pense que les alternatives de ce type, c'est pas sa culture. À l'ENA, il ne pouvait pas les former à ça, hein, ces gens-là. Et je vais donner un exemple, hein, sur comment on peut penser la finance autrement, hein, indépendamment des monnaies locales, mais en prenant un exemple japonais. Vous savez qu'on a un gros problème qui se pose, c'est le vieillissement et la dépendance quand les gens atteignent un certain âge où bon,
se pose la question comment faire. Donc vous avez deux solutions auxquelles on pense aujourd'hui. La première solution consiste à on vous fait payer des impôts, alors tout le monde dit c'est pas possible, etc. Et il y a une autre solution qui consistait, vous n'avez qu'à prendre des assurances privées, mais enfin il y a quand même des limites. Bon, il y en aura une troisième, ça serait de piquer les vieux, mais bon, enfin il y a certaines limites, au moins les consentants, déjà ça serait pas mal. Donc, non, mais je vais dire, c'est... Bon, et puis il y a une troisième solution qui est la solution japonaise. Et la solution japonaise, elle est quoi? C'est des banques du temps. Donc c'est un système de monnaie complémentaire basé sur... C'est-à-dire que les Japonais disent, ça date de 97 ou quelque chose comme ça. On dit 90 ou on dit 90? À la belge, 90. Ok, ça va très bien, ok. Donc je me méfie parce que il y a des endroits qu'on ne comprenne pas. Donc c'est... eh bien ça consiste en quoi? C'est-à-dire que vous habitez à tel endroit, etc. Eh bien, vous allez vous occuper de personnes âgées quand vous avez le temps. Vous savez, ils ont besoin d'aller à la banque, d'aller à la poste, puis ils ont besoin de voir des gens. Vous pouvez faire de la lecture, vous pouvez leur faire des exercices de mémoire. Enfin, il y a des choses qui coûtent assez cher si vous mettez des spécialistes, alors qu'on peut être relativement spécialiste. Vous pouvez même, si ça vous plaît, faire l'accompagnement de mourants. Hein. C'est aussi important parce que comme on meurt qu'une fois dans la vie, c'est quand même bien si ça se passe le mieux possible. Donc c'est, voilà, il y a toutes ces activités-là. Et donc vous pouvez faire ça. Vous êtes crédité des heures que vous avez. Et ces heures créditées, vous pouvez les utiliser de deux façons. Soit vous avez des parents, enfin des proches, qui sont dans cette situation-là et qui sont loin de chez vous. Et à ce moment-là, ils peuvent consommer ce temps. Ou alors, vous pouvez mettre de côté ce temps-là, et si vous arrivez grabataire à un certain âge, ou sans être grabataire pour avoir besoin de ce genre de service, vous l'utiliserez. Si vous mourrez avant, vous faites un don généreux à la collectivité. Et je trouve, c'est un système japonais, que je trouve assez formidable. C'est tout à fait ce genre de choses qu'on pourrait, j'ai fait remonter au ministère, parce qu'on m'a demandé quelle idée on pourrait proposer. Alors il n'en faut qu'une, et il faut que tu fasses ça en 5 lignes. Vous savez, les ministres, ils n'ont pas le temps de lire. Bon, ben, très bien. Donc, et j'ai proposé, parce que je me suis dit, peut-être peu de gens connaissent dans la situation française ce genre de choses, et ça me paraît une idée qui ne paraît pas complètement farfelue en quelque sorte, et ce temps est garanti par la puissance publique. Parce qu'il faut qu'il y ait une garantie, parce que sinon vous donnez votre temps, et puis si le système s'effondre, il n'y a rien du tout. Donc vous voyez, vous auriez ce temps-là. Moi, c'est ce genre, et donc ça renvoie à un système, une sorte de monnaie complémentaire fondée sur le temps. Ça illustre cette pluralité monétaire. Voilà, je ne sais pas si tu... Donc je voulais dire que c'est un exemple parfait pour les monnaies du lien, en fait, parce que j'ai lu une étude sur... qui a été fait au Japon, et que les gens qui sont soignés, en fait, préfèrent être soignés par les gens qui travaillent pour cette banque de temps. Parce que le lien est tout à fait différent. Il y a des gens qui travaillent pour l'argent, pour s'acheter une voiture, une maison, on ne sait pas quoi. Et il y a des gens qui travaillent pour ce système d'épargne de temps, parce qu'ils savent que, après quelques années, un jour, ils vont être dans la même situation que la personne qu'ils soignent. Et les liens sont tout à fait différents. Donc je trouve que c'est un très bon exemple pour le lien que peut créer la monnaie. Et sur la différence, pour rebondir sur cette question, sur l'argent, quand on fait quelque chose gratuitement, on fait en étant payé. Il y a une histoire il paraît qu'elle est vraie. Là. Alors imaginez un richissime américain créant sa fondation, vous savez, et puis se disant qu'est-ce que je peux bien en faire. Alors il a décidé, et ils sont très efficaces et très pragmatiques, les Américains, un peu comme les Anglais avec leurs pièces de monnaie, quoi. Et donc il a décidé de visiter des projets pour savoir qu'est-ce qu'il pouvait bien soutenir. Il n'allait quand même pas faire n'importe quoi de son argent. Et il se trouve face à une religieuse qui s'occupait de lépreux. Je ne sais pas si vous imaginez, les lépreux, ça peut être difficile. Donc, et alors, il a eu cette intelligence de vanter ce que faisait la religieuse, et il lui dit « Oh, ma sœur !» Enfin, je traduis quoi. « C'est magnifique ce que vous faites. Moi, j'avoue qu'on me payerait $10 000, mais jamais je ferais ça. » Et la religieuse, elle lui a répondu « Oh, vous savez, moi, on me payerait $1 million, je ne le ferais pas non plus. » Et c'est ça, hein, la différence, ça illustre enfin, en quelque sorte. Et il y a une autre histoire aussi que j'aime beaucoup par rapport à la différence qu'on peut avoir l'argent et puis si jamais on cloisonne, etc. Vous savez, il y a peut-être des gens qui ont des enfants qui mettent dans des crèches, des petits-enfants qui sont mis dans
des crèches ici. Alors le gros problème dans les crèches, vous le connaissez, c'est les parents qui arrivent en retard, toujours les mêmes. Et donc ils ont eu l'idée, c'est en Israël, hein, expérience, vous savez, ils ont eu l'argent. On va faire payer ceux qui arrivent en retard. Le résultat, il y avait 3 fois plus de gens en retard puisqu'ils payaient. Ça n'a pas du tout rétabli le système, parce que ça devenait payant d'arriver en retard. Et bien, arrivons en retard. Et c'est donc qu'on voit, vous voyez, les cloisonnements. Ça a marché à certains endroits, hein, il ne faut pas exagérer, à ce genre de système, dans certaines cultures, dans des éléments, etc., ça peut fonctionner. Mais dans un certain nombre d'endroits, c'est extrêmement dangereux. L'argent peut produire, là, on le voit, le meilleur et le pire. Hein. Donc ça, cet élément, c'est cette double face, en quelque sorte, qu'on a. Et donc, ça dépend dans quel circuit ça s'insère, mais ça illustre ça. On va prendre les dernières questions avant de se retrouver donc, au rez-de-chaussée pour un moment plus convivial, le tour d'un verre. Je continue à discuter. Voici, oui, madame. Bonsoir. Bonsoir, donc je suis venu par hasard parce que je devrais écouter une conférence ici avec moi en tibétain. Donc c'est annulé et finalement je rentre chez vous. Voilà. C'est pour moi. Ok. J'ai vécu en Inde, donc j'ai bien. Non, ne vous inquiétez pas. Je voulais vous simplement demander d'où vous venez parce que je suis moi je suis avec certains gens. Je me présente d'abord, peut-être. Je suis d'origine serbe, je vis 40 ans au Luxembourg. J'ai rencontré avec Jean-Marie Pelt, Pierre Rabhi, etc., etc. Et je fais un combat parce que je viens de Serbie, c'est un pays d'agriculture, de la nourriture organique. Et je fais combat. Et je suis maman de 2 enfants, donc j'ai un temps libre et je vais faire tout. Je pense que monsieur connaît mon pays, parce que quand je vis à Kik, et je vais rencontrer aussi le NEF en France. Hein. Donc je pense que je ne suis pas à côté de la thème de ce soir et que je peux m'intégrer. Donc j'ai attendu quelques mots, donc votre explication. J'ai appris à Aix-les-Bains la dernière fois et avec Mathieu Ricard tout récent que nous n'avons pas beaucoup de temps au sujet de la pollution, au sujet de tout ça que ça vous concerne. Et j'ai une question à vous demander. Est-ce que vous pensez, vous tous, je parle, aux pays de l'Est, donc, parce que quand on parle de l'Europe, on parle de la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Ça, c'est ma question donc, concrète, ou peut-être belge. Est-ce que vous pensez aux pays de l'Est, parfois, quand vous dites l'Europe? Merci. Alors, l'essentiel de ma vie ne se passe pas en Europe, mais se passe dans des pays en développement. J'enseigne aussi en Amérique latine, etc. J'ai vécu 2 années en Inde, enfin, etc. Donc bon, là, je me situe au Luxembourg et en Europe occidentale, donc j'ai rattaché les choses à cet élément-là. Mais toute une partie de ma vie, je dirais, se situe par la pensée et j'espère aussi par l'action ailleurs. Hein. Donc, en tant que spécialiste du microcrédit, je connais bien mieux le microcrédit du Maroc, du Nicaragua ou de ce pays. Je connais très mal l'Europe centrale et orientale. Ce que je lis sur la Hongrie, ce genre de choses, est évidemment pour un pays occidental quelque chose d'extrêmement préoccupant pour le modèle démocratique qui est le nôtre. Donc quand j'évoquais les risques, je ne sais pas si vous étiez là, de fascisme, de nouveau fascisme, de nouveaux régimes autoritaires, c'est évidemment aussi dans cette partie de l'Europe auquel je pense que sont en train de se mettre un certain nombre de prototypes. Donc ça, c'est quand on voit certains éléments sur la Russie aussi, je dois dire que c'est des éléments préoccupants. Mais c'est vrai que ma conférence se situant ici à Luxembourg, etc., j'ai donné quelques exemples exotiques pour faire comprendre, mais voilà. Mais ma vie est plutôt est très internationale, enfin, je veux dire, sur ces éléments-là. Vous êtes français ou belge? Pardon? Je suis direct, vous êtes français ou belge?
Ah, personne n'est parfait, je suis français de nationalité. Mais je vous dirais d'ailleurs, non, je ne suis pas français, je parle français. Je suis savoyard. Une minorité opprimée, mais dont on ne parle pas. Mais non, mais ça me donne, vous savez, dans les villages où je suis issu de Savoie, 70% de ceux qui sont partis à la guerre de 14 ne sont pas revenus. Donc, vous savez, les guerres qu'ont vécues dans certaines parties plus récentes de l'Europe, dans d'autres parties, on a aussi su transformer certains peuples minoritaires en chair à canon. Il ne faut pas l'oublier. Et je suis issu de ces racines-là, hein, donc cet élément. Mais je dis, je parle français, hein, cet élément. Oui, non, mais c'est un élément. Voilà, je veux dire, et je suis politiquement girondin, anti-jacobin. Donc, je viens d'une ville où 30% de la population, Lyon, parce que j'ai passé mon enfance à Lyon, 30% de la population a été exterminée par les Jacobins au moment de la Révolution française, quand ils ont fait le siège de la ville. Donc, oui, c'est sur les références. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire quand on me demande êtes-vous français. J'ai quelques difficultés à répondre compte tenu du poids historique que je ressens, et de ce point de vue, je suis atypique, hein, ce qui explique peut-être certains arrangements. Mais je n'ai pas répondu à la question de Marguerite. Oui, bien sûr, sur la Commission européenne, mais ce n'est pas facile. J'ai été un des principaux experts de la Commission européenne pour la préparation du passage à l'euro pour les populations pauvres, handicapées, etc. Ça a été une très belle expérience. Mais je veux dire que pour faire passer le message, ce n'était pas facile. Et après, on l'a décliné au niveau national. Et d'ailleurs, je peux raconter une anecdote, parce que la question a été posée sur les politiques. Donc nous, quand s'est fait le passage, donc j'avais travaillé pendant 2-3 ans, j'allais régulièrement à la commission avec les acteurs de terrain, etc., pour discuter, parce que j'avais réuni dans le comité des gens qui étaient anti-euro, mais je leur avais dit, écoute, hein, ça va se faire. Il faut que ça se fasse le mieux possible pour les pauvres, les handicapés, etc. Et si on prépare pour les pauvres, les handicapés, etc., ça sera bon pour tout le monde. Parce qu'on a tous des handicaps possibles, etc. Et personne ne peut contester que le passage à l'euro au niveau de toutes ces populations a été bien fait. C'est des problèmes macroéconomiques qui se sont posés. Mais ce qui est très très amusant, si j'ose dire, parce que ça renvoie aussi aux remarques qui avaient été faites par rapport au gouvernement. Donc quand ça a été décliné au niveau français, on a expliqué, alors à l'époque c'était le Premier ministre, c'était Lionel Jospin, et bon, moi je travaillais avec le chargé de com de Laurent Fabius, ministre de l'économie, des finances, etc. Et on avait expliqué à ces gens-là, fait expliquer, que le problème du passage à l'euro, c'était pas des machins macroéconomiques qui allaient se passer. Que si on voulait que les gens soient anti-euro, il y avait qu'à leur faire, ça a été proposé, des équations à la télé pour faire les taux de conversion. On leur a dit, vous êtes ma boule, si tout le monde va devenir anti-euro, si vous leur montrez des choses comme ça. Hein. Donc on leur avait expliqué, c'est des échelles de valeur. Il faut vraiment montrer le passage dans la quotidienneté, etc. Bon, alors, après, ils ont été convaincus de la chose, vous allez voir la suite. Puis après, on leur a dit, mais maintenant, c'est la fin, le passage va se faire, il faut tenir un discours politique. Ah, mais ils avaient tellement bien compris, ça avait été dur, hein, pardon, chargé de com, que c'était un problème pratique, que le soir, en février, de passage à l'euro, il y en a un qui a été acheter sa miche de pain, filmé, l'autre un bouquet de fleurs, hein, et on a envoyé à TF1 le professeur Servet expliquer que politiquement, c'était très important. Un peu curieux, non? Donc j'étais au ministère des Finances, vous voyez, avec une ligne derrière, là, etc., expliquant aux braves gens, bon, vous avez 3 minutes, mais c'est complètement absurde. Mais oui, la difficulté, alors on leur avait mis le paquet, hein, le chargé de com, il était persuadé de notre truc, qu'il fallait entrer dans la quotidienneté, qu'il fallait... Oui, parce qu'il disait, c'est bien pour les gens qui voyagent. Alors on disait, bah, tu parles, mais tu leur dis, c'est bien pour les gens qui voyagent. Est-ce que tu sais qu'en Europe, il y a 60% des gens qui ne voyagent pas? Alors après, les gens disaient, après l'euro, ça sera bien pour les autres. Je parle d'un argument, ça sera bien pour les autres. Donc on leur a dit, il faut introduire la paix, mais il faut tout un tas d'éléments de quotidienneté. Il faut montrer que, voilà, c'est pas... Mais c'est très très difficile. Il y a un décalage. Enfin, moi j'ai cette expérience, je veux dire, m'envoyer à TF1, expliquer que l'euro c'est une politique, c'est une question politique européenne. Enfin, je suis pas fait pour ça. Enfin, je veux dire, bon, j'ai accepté. Hein, donc voilà. Mais je veux dire. Ce qui prouve que ça n'a jamais été préparé politiquement, mais uniquement financièrement. Ben ah oui, non mais ça c'est pas.
c'est compliqué, mais c'est très... Et donc, ça veut dire, pour faire monter certaines idées, mais c'est d'une... Je veux dire, quand on vous dit qu'il faut les faire monter en 3 lignes, voilà. Et pourtant, c'est indispensable. Je veux dire, c'est pour ça, d'ailleurs, que je fais un certain nombre de conférences, que je me déplace, pour, justement, parce que de temps en temps, on voit un certain nombre de gens, etc. Mais c'est dur. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Voilà, sur ce sens. Hein, Excusez-moi, quelle est votre mission au sujet des... Je propose qu'on continue la discussion. Ma mission parce que ça risque de durer encore très longtemps. Mission, je ne sais pas, j'ai pas de mission, non. Mais je suis universitaire. Et l'avantage d'un universitaire, c'est d'être payé à rien faire. Vous savez, un universitaire, faut quand même... En plus, il faut savoir, ma mission, elle est la suivante. Je suis venu à Genève dans un institut tiers-mondiste qui était opposé à celui qui avait été fondé par les néolibéraux. Et puis, dans la proportion d'1 tiers, 2 tiers, on nous a fusionnés. Alors, vous voyez le résultat, ceux qui avaient à peu près les idées que j'ai. Alors, c'est très très bien. J'enseigne 4 heures par semaine et j'ai une réunion de 2 heures par mois. Et je suis payé à la Suisse. Enfin, je suis le plus mal payé de l'Institut, mais enfin, ça peu importe. Mais c'est ça. C'est-à-dire que, donc, ma mission, elle est de dire ce que je pense. Et l'avantage d'un universitaire, c'est qu'on a les moyens de le faire, en plus, quand on vous invite. C'est parce qu'on a, évidemment, dans ma situation, j'ai aucun moyen pour agir. Les assistants ont été supprimés, les éléments de ce type, pour les transférer à des choses plus utiles. Mais ce que je dirais, la chance, j'ai la liberté, ce qui est rare, je veux dire, d'écrire, de penser, de me déplacer. Et ma mission, c'est de dire ce que je pense. Et puis après, vous savez ce qu'il y a d'écrit sur la tombe de Willy Brandt? Enfin, je traduis, ici il y a beaucoup de germanisme, mais bon. C'est écrit « J'ai fait ce que j'ai pu ». Et j'aime beaucoup cette formule. Voilà, c'est... Je pense que ce n'est pas assez à nos jours actuels, avec la crise qu'elle est là. Bon, je propose franchement qu'on puisse continuer cette discussion. Parce qu'il s'est fait citer, je remercie les orateurs, donc Max Hilbert et Jean-Michel Servet. Je précise aussi que on aura l'occasion pour les gens qui le souhaitent de se faire dédicacer le livre de Jean-Michel Servet. Je ne perçois pas de droit d'auteur. Non, je confirme. Et nous-mêmes, nous n'en faisons pas non plus de bénéfice. Et pour les gens qui sont intéressés par nos activités, sachez que le lundi 3 juin prochain, nous allons justement recevoir un réalisateur serbe, monsieur Zelimir Zelinic, je ne suis pas sûr des noms, qui a tourné un film qui s'appelle Capitalisme, Old School, The Old School of Capitalism, qui aura lieu à la Cinémathèque. Donc là, vous avez le détail. Le 11 juin, on va organiser une version à notre sauce du jeu qui veut gagner des millions à l'Exit 07. Et le 17 juin, nous allons encore organiser une conférence, cette fois-ci sur le thème de la création d'une banque coopérative européenne. Voilà, donc vous avez tous les détails sur la table, vous pouvez aussi me poser la question, et voilà, je vous donne rendez-vous à la brasserie du Cercle Cité tout de suite. Merci. À tout à l'heure. Donc ça veut dire que j'ai des chances ce soir. Voilà. Voilà. Voilà, si vous voulez plus d'infos sur